Bonsoir et merci de venir assister à cette émission avec l'équipe de Poésie Académie. On vient vous raconter des histoires, des pensées. Si vous désirez participer, je vous donne rendez-vous sur le Facebook avec Poésie Académie et faites simplement votre inscription et vous serez bien entendu informé des dates des événements. Ce soir, nous sommes en direct du Presse Café de Saint-Jérôme. Voici l'équipe de Poésie Académie avec, au micro, Pierre Mondou, votre maître de cérémonie. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau milieu qui nous accueille avec Natacha là-bas, que je vais saluer aussi en dernier, là, qui nous reçoit dans le Presse Café. Alors, Jean-Pierre faisait une farce tantôt, il dit le presbytère. Non, je ne dis pas, le presbytère, c'est le Presse Café. Alors, avec ces jeux de mots. Est-ce que tout le monde m'entend? Et les noms qui sont sur les listes, c'est des gens qui ont accepté d'être nominés pour la journée, tout simplement. Il y en a d'autres, leur nom, ils vont passer en avant peut-être, puis leur nom n'est pas là. C'est parce qu'ils m'ont dit, je ne veux pas être dans les noms qui sont suggérés pour l'après-midi. C'est aussi simple que ça. Alors, parce qu'on élit toujours un coup de cœur à chaque fois qu'on fait une soirée ou un après-midi. Puis nos coups de cœur, ils reviennent au gala. Je tiens à remercier Natacha, qui est notre hôte d'aujourd'hui de Presse Café. Je tiens également à mentionner que nous sommes radiodiffusés en différé sur la radio Infocité de Montréal. Alors, bienvenue à nos auditeurs qui sont de partout sur la planète. On en a à Hollandale, on en a également en Europe. Merci beaucoup à ceux-là de nous écouter et vous allez entendre nos prestations de cet après-midi. Vous pouvez également les voir parce que sur notre site Facebook, vous l'avez aussi visuel. Alors, on a notre technicien ici, Jean-Marc, qui nous suit et c'est lui qui organise toute la technique pour la radiodiffusion et également les vidéos. Alors, pensez Poésie Académie Facebook et vous allez avoir là tout, y compris la référence pour Radio Infocité. Alors, je tiens juste à rappeler, et c'est Jean-Marc qui me disait ça ce midi, c'est que c'est le 500e anniversaire aujourd'hui de Léonard de Vinci. Alors, c'est un maître, entre autres, de l'écriture, hein? Entre autres. Alors, je tiens juste à souligner, évidemment, son 500e anniversaire. N'est-ce pas? Alors, on va commencer. Tantôt, c'est Pierre qui est le maître de cérémonie de cet après-midi. J'interviendrai au besoin quand il fera défaillance, parce que vous savez, vous êtes habitué qu'il fait défaillance. Hein? En tout cas, moi, je suis... Non, il n'a pas compris. Alors, c'est merveilleux. Alors, déjà, la première défaillance, j'interviendrai au besoin. Et tantôt, j'ai mis mon armure de chansonnier, évidemment avec Monique Cherrier, qui nous a préparé un conte. Alors, je compléterai son conte dans le même esprit de la rédaction qu'elle a fait. Alors, c'est une chanson que j'ai composée dans les dernières semaines, qui est à 90% terminée. Vous me direz si vous aimez ça, tantôt, on verra. Alors, voilà. Merci, Pierre, c'est à toi. Alors, on a toujours un petit texte en commençant. Alors, jouez toutes ces notes en arpège du temps, en harmonie d'automne, sur un piano d'enfant. Voir en quai de rive venir les goélands, qui, eux, n'ont quitté la rive de ces rêves d'enfant. Il importe donc de garder son cœur d'enfant, et bien à regret qu'il nous faille devenir grand. Voilà. Alors ça, c'est pour l'ouverture de Poésie Académie cet après-midi. J'inviterai
je sais pas. On tire dessus ça au sort, je sais pas. Soit Jean-Pierre ou Paul Laurando. Alors, je sais pas moi. Qui c'est qui... Y en a-tu un qui veut passer avant l'autre? Hein? Vous êtes les deux nominés, là. Alors, bon, Jean-Pierre, je pense que c'est le brave, là. Alors, Jean-Pierre, il va nous faire sa présentation. Après, ça sera Paul Laurando. Et bon, quand je parle pas dans le micro, on m'entend pas. Alors, il faut que je me colle ça. Alors, c'est ça. Et après ça, par acclamation, vous allez décider entre Jean-Pierre et Paul Laurando qui aurait été notre coup de cœur de l'année 2018. Et les présentations vont se faire par celui de 2017, nul autre qu'Alain Street. Ça va? Moi, écoutez, non, c'est pas possible. Ça se peut pas. Parce que quand j'ai voulu être savant, c'était pas d'hier. Parce que être savant, ça se travaille. Puis quand tu veux être savant, tu ne sais pas au début parce que il te manque de l'information. Puis là, tu cherches l'information, tu te dis, je vais être savant. Non, tu ne sais pas, t'en parles même pas. Et puis là, un jour, au détour d'un ouvrage, tu regardes tout autour et vois le paysage sous un regard nouveau, un regard neuf. Et c'est là que tu te rends compte que sans le savoir, tu es devenu autre. Alors tu dis, je veux être savant. Je veux être savant et dire de grands mots. Je veux être pédant, sans passer pour un sot. Oh, tous ces olifants dont nous parlent ces poèmes, ces guipures de Venise ou de Flandre, j'en suis tellement fou que je dis, je vous aime. Et de plus, je me mets à genoux. Oh, donnez-moi de la verve, donnez-moi du cerveau, que je tire une salve de très exotiques mots. Oh, je ferai de ma vie une œuvre d'art. Je considérerai l'Académie française. Je dirai des choses à propos du cafard que même les grands poètes en seront fort aises. Oh, je suis le Rimbaud des temps nouveaux. Je suis l'homme orchestre du siècle, tellement fort et tellement beau que je résoudrai la quadrature du cercle. Oh, je suis si savant de toutes ces folies. Je suis le gagnant de la loterie génétique. Me voici face à vous, avec tout mon esprit. Dites-le autour de vous que je suis sympathique. Je fais de tout. Je fais de tout avec un rien. Ma vie est en noir et blanc. Je ne parle pas à mes voisins, je reste plat et ruminant. Quand dans l'espace, rien ne se passe, quand mon navire est sur le flanc, j'attends que mon ennui trépasse. Je passe le temps en soupirant. Vous ne dites rien, dit celui-ci. Vous ne faites rien, fait celui-là. Quand vous aurez vécu ma vie, vous viendrez me montrer le pas. En attendant, je suis bien là, d'être sans but et sans histoire. J'écris pour exprimer cela. Je vis pour me faire valoir. Merci beaucoup. Alors, merci Jean-Pierre Bouvier, qui était des deux présents pour pour cet après-midi, pour courir la chance d'être nominé notre poète coup de cœur de 2018. Alors, maintenant, j'inviterai Paul Laurando de Saint-Eustache. Est-ce que je me trompe, Saint-Eustache, non?
Deux montagnes, alors. Il y en a plus, là, sont sous l'eau. Un lac et deux montagnes. Alors, notre Indiana Jones... De l'eau et deux montagnes. Non? Ça va? De l'eau et OK. deux montagnes. D'abord, j'aimerais remercier nos deux organisateurs qui méritent, je pense, une bonne main d'applaudissement. Je voudrais les remercier, entre autres, pour toute cette théogonie du coup de cœur qui m'échappe un peu, mais aussi pour le très beau thème qui nous ont suggéré aujourd'hui, qui est le thème du retour. Retour, thème auquel je me suis efforcé de me conformer au mieux. Alors, 3 courts textes, une ode, une chanson imitation, d'où le chapeau, et une courte églogue. Tous les 3, donc, sur le thème du retour, et tous les 3 tirés de 3 recueils distincts. Je m'en retourne au vieux moulin. Couloir du bois de ces maisons serre de pipeaux au vent butor. Érable à sa voix de saison, d'automne et feuillé pli et tord. Feuilles de chêne en brune trille trottées, crissées sur le chemin. Une larme à ma joue scintille, je m'en retourne au vieux moulin. Pavé, s'effrite ton asphalte, usé, s'y découvre des briques. Support des départs et des haltes, drape ton bitume pudique. En réponse à tes flaques brillent, somme des pleurs des citadins, une larme à ma joue scintille, je m'en retourne au vieux moulin. Petit enfant sur un talus, tes menus rêves qui frissonnent par les gris nuages sont bu et mangés par le froid d'automne. Ton foulard bleu, petite fille, drapesant ton cou mis de pain, une larme à ma joue scintille, car je retourne au vieux moulin. Toi, cabriolet qui encrasse l'automne des vieilles cités, tes cousins et toi, te race de loups-garous parmi les fées, roule en distance gentille, laisse vivre outre-ville vilain. Une larme à ma joue scintille, car je retourne au vieux moulin. Rang de cabanes, de manoirs, habitation de cette ville, avec vos jardinets terroirs et vos persiennes inutiles, êtes-vous prison de famille ou d'icelle êtes-vous écrin? Une larme à ma joue scintille, car je retourne au vieux moulin. Pour cela, je vais par la ville, par ses trottoirs et ses cambuses, sont de vieilles marentres villes, même si l'automne m'amuse, une larme à ma joue scintille, je m'en retourne au vieux moulin, j'y vais pour l'amour d'une fille, et la ville n'apprécie point. Merci. Maintenant, on va passer à la chanson imitation. Normalement, vous devriez à ma voix reconnaître Raymond Lévesque, ce grand poète du siècle dernier, qui a maintenant 90 ans, qui est toujours avec nous. Vous rappelez-vous de Raymond Lévesque qui s'en prenait aux gnochons, aux sans-dessin puis aux codindes de ce monde. Et il avait raconté l'histoire de Beausour les culottes. Vous savez, ce gars qui avait mis la dynamite sur des monuments à la mémoire du conquérant, puis ça avait fini, qui avait fini par faire du temps. Ben après la défaite crève-cœur du référendum de 80, vous imaginez-vous, le référendum de 80, ça fait quasiment 40 ans. Ben j'avais écrit l'idée du retour de Beausour les culottes. Alors là, ce qui vous est suggéré ici, c'est Beausour les culottes est revenu et vous goûterez la conformité au thème du retour. Beausour les culottes est revenu après avoir purgé son temps pour un monument, c'est long 10 ans. Beausour les culottes, notre vieux patriote est revenu. Puis laissez-moi vous dire ce qu'il a vu, Beausour les culottes. Il a vu un ben drôle de pays, qui dit ben plus non, qui dit oui, Beausour les culottes. Il a vu qu'il y avait beaucoup de police, mais plus beaucoup de nationalistes, Beausour les culottes. Il a vu ben des supermarchés, mais les coops, il les a cherchés, Beausour les culottes. Il a vu que les grosses révolutions, ça se fait encore sous forme d'élection, Beausour les culottes. Fait que là, il a compris que 80, c'est ben 60 plus un gros 20, Beausour les culottes. Faut dire que Beausour s'est racorné, faut croire que ses idées aussi, Beausour les culottes. Il s'est fait dire que québécois, c'était plus un mot ben adéquat, Beausour les culottes. Aujourd'hui, on dit canadien, que ça fasse sérieux puis que ça sonne bien,
Bozo les culottes. Le Canada, c'est comme le mariage. C'est une tradition, c'est un héritage. Bozo les culottes. Mets ça dans ta pipe, mon bozo. Et puis bourre-la bien comme il faut. Bozo les culottes. Bozo, ça y a donné un coup. Fait qu'il est allé prendre un petit coup. Bozo les culottes. Puis il a crié vive le Québec. Dans le tintamarre d'une discothèque. Bozo les culottes. Il s'est fait dire change de chanson. Si tu veux pas retourner en prison. Bozo les culottes. Fait que Bozo s'est dit pourquoi pas. Retourner en prison tant qu'à ça. Bozo les culottes. Il est devenu travailleur social. Travaille en milieu carcéral. Bozo les culottes. Là, il continue son combat contre les factionnaires de l'État. Bozo les culottes. En est dans le citoyen Bozo. Par-dessus des coups de couteau dans le dos. Bozo les culottes. À cette heure que t'aides les prisonniers. T'as rien à craindre, tu peux truster. Bozo les culottes. Des fois, un Bozo repense au pays. Puis là, il se dit que c'est pas fini. Bozo les culottes. Il se dit que la prison est partout. En se redressant sous son licou. Bozo les culottes. Puis il se dit toujours qu'en lâchant pas, on va bien scier ces barreaux-là. Bozo les culottes. Mais en attendant, il vieillit. Comme tout le monde de par le pays. Bozo les culottes. Et finalement, tiré de mon troisième recueil, mon petit dernier tout chaud, un poème très court. Quand je suis, après 20 ans de Canada anglais, oui, 20 ans de Canada anglais, j'ai bien dit, quand je suis revenu au Québec, ce qui m'a vraiment frappé dans la campagne québécoise, c'est le son des cloches. Alors, tiré des ressacs poétiques, tiré des églogues instrumentales, 50 poèmes sur 50 instruments de musique, cloches. J'ai retrouvé mes cloches et mon petit terroir, mon ruisseau d'eau de roche, ce scintillant miroir. Au fond du paysage de mon Québec profond, les cloches lancent leur message, lambeaux de tradition. Et même s'il ne persiste rien du quotidien mystique, de leur philosophie rustique, il reste la musique. Et il reste la joie que ces volées de cloches, si lointaines et si proches, fait retentir en moi. Merci beaucoup. Alors, Paul Laurando de Montagne et Monsieur Jean-Pierre Bouvier de Sainte-Thérèse, c'est ça? Alors, je pense qu'on va procéder, on va demander aux deux de venir ici en avant, puis on va procéder par acclamation. Je pense. Alors, celui qui aura une meilleure acclamation va être nommé. Ils ont été nommés l'année passée, nominés dans un coup de cœur en cours d'année, dans un mois, je ne sais plus de quel mois. Je suis obligé de reconnaître que Jean-Pierre a reçu le plus d'acclamations. Alors, félicitations Jean-Pierre, tu es notre élu de 2018. Alain? C'était chaud, c'était chaud. C'était chaud. S'il vous plaît. Vous protestez? Un protest? Il faut que ça soit notarié. Moi, je suis en conflit d'intérêt, je peux pas prendre le protest. J'ai pas le droit de prendre le protest. Bon, voilà. Alors, c'est notre trophée annuel qu'on remet à nos coups de cœur. Sur le côté, vous allez voir ici, en fait, ceux qui voient à distance, là, n'est-ce pas? Le nom des récipiendaires au cours des années. On a déjà 5 années. Ça va continuer de l'autre côté du trophée. Oui, l'an passé, en 2018, on n'a pas pu le faire parce que Pierre faisait le lancement de son livre. Alors, en décembre, ça intercalait. Alors, on le reprend au printemps. C'est pour ça. Le coup de cœur de 2013, c'était Frida Aoun. En 2014, c'était Jean-Pierre Bouvier déjà. En 2015, c'était Donna Sénécal. En 2016, Normand Pelletier, ici présent. Et en 2017, Alain Street. Voilà. Votre honorable serviteur. Merci. Et en 2018,
Jean-Pierre Bouvier. Voilà. À toi, mon grand. Voilà. Je lâche. Ah, elle arrive. Alors, Sophie... Oui, elle couvre... Alors, Sophie couvre bien... Oui. Sophie couvre bien les choses et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Bonjour tout le monde. Je suis un peu fébrile parce que c'est un retour en tant que lectrice après un certain temps. Par contre, je n'ai pas eu le temps ou l'inspiration d'écrire sur ce thème qui était vraiment intéressant quand même. Mais je me dis que l'écriture est évolutive, mais en même temps, il y a une partie qui demeure intemporelle quand on a déjà écrit sur des sujets, puis qui nous interpelle à nouveau des années plus tard. Alors, j'ai choisi un texte que j'avais écrit en 2013 à la suite d'un beau voyage sur les routes improvisées de la Nouvelle-Écosse. Puis ensuite, pour poursuivre, j'en ai un deuxième qui est plus récent. Je l'avais intitulé « Carnet de vacances ». Et le thème, c'était la liberté. Un beau mot qui m'interpelle beaucoup en ce moment. J'ai goûté à la liberté. J'ai goûté à la liberté lors d'un délectable séjour sur les routes de la Nouvelle-Écosse, à vivre au jour le jour. Depuis mon retour, j'en suis assoiffée. Comment définir le mot liberté? Invisible, insipide et inodore, à prime abord, mais qui a si bon goût que j'en redemande à chaque fois. Je la recherche partout et j'en ressens une profonde joie en l'inspirant aisément dans mon corps. Elle se déploie. Seule, assise sur le quai, dans l'eau, baignent mes pieds. Autre manifestation de ce puissant sentiment. Le vent chaud caressant ma peau me porte à rêvasser et à m'interroger. Quel serait le paroxysme de cette sensation? Liberté d'expression, un droit que bien des gens n'ont pas. Liberté d'écrire, aussi souvent que je le désire. De pratiquer le yoga à ma guise. Liberté de me choisir pour assouvir mes passions. D'écouter mon intuition qui guide chacune de mes actions. À chaque instant, j'aspire à revenir vers cette liberté, contribuant à ma sérénité, puisque mon âme la réclame. Voilà. Pour poursuivre, ce texte est plus récent. En fait, je l'ai écrit en janvier quand je suis passée à la 5e décennie, la cinquantaine. Je l'ai intitulé, je l'avais lu pour mes invités, « Le train de ma vie ». Dans le train de ma vie, il y a plusieurs wagons. Certains passagers, ils sont descendus dans une gare et je ne les ai plus jamais revus, car leur vie a pris une toute autre direction. Puis, plus loin, dans une autre gare, d'autres sont réapparus. Ainsi va la vie. Nul besoin de chercher à comprendre. Mais je sais avec certitude que si chaque personne m'ayant tendu la main, soit par un regard lumineux, un sourire chaleureux, des paroles réconfortantes ou encore un câlin enveloppant, que si chacune d'elles faisait partie des passagers, les wagons pourraient s'étendre sur des kilomètres de long. Mais la locomotive n'arriverait pas à fournir assez de chevaux-vapeur pour tous les tirer. Ce soir, il n'y a pas d'arrêt cet après-midi. Il n'y a pas d'arrêt dans aucune gare du monde entier,
puisque nous sommes tous rassemblés pour célébrer la vie. Voilà. Alors, Sophie Bousset et Sophie Bouchard de Saint-Adèle. Sophie, tu viens occasionnellement? On aimerait ça te voir plus régulièrement. Alors là, j'ai comme nom en 8e position du palmarès un nom inconnu encore, on ne la connaît pas. Alors, du nom de Donna Sénécal de Terrebonne. Donna est éducatrice, porte-parole de la Cité des mots de Mascouche, c'est ça? Oui. Alors, fidèle partisane de Poésie Académie, elle vient tout juste de faire paraître, et ça va coûter un brin, ça. Elle vient tout juste de faire paraître son 2e livre intitulé Nous. Nous. Intitulé Nous. Voilà. Alors, je vous laisse entre les mains de Donna Sénécal. Le retour. Je suis retournée dans mon histoire. J'en avais marre de payer, marre de crier en silence, au point que ma tension, je devais y faire attention. Des hommes que je ne blaire pas, une santé qui perd de son poids, une mère avec qui je ne m'entends pas, une angoisse d'interaction avec qui que ce soit. Toutes ces causes qui m'indisposent, maillon premier de secours enchaîné, aucun retard possible, c'est fini la chance. Cercle de l'infini, image sans sensation, un court-métrage à l'ouvrage, Big Bang, je retourne à la source de la vie secondaire et je retrouve mes bases premières. Des mots sur des sens, comprendre ces vibrations, l'éveil, retour final, fin de la voie de création et d'échappement, sans faire une vérité, calculer, souhaiter, se dénuder, voler, sentir ses pieds se poser entre ciel et terre, entre lui et l'autre, être au cœur de ses choix avec nous. Alors, le retour pour moi aujourd'hui, c'est... je pense que j'ai commencé à Poésie Académie en 2013-14 en disant que j'écrivais un livre et puis ça a paru en 2015, Jolène, 9 ans pour toujours. Et puis, je suis de retour avec une deuxième publication. Et c'est 25 récits issus de constellations familiales et systémiques dans un bureau d'une thérapeute. Alors, ce sont des histoires vraies. Et pour ceux qui ne connaissent pas les constellations familiales et systémiques, ben, c'est un retour dans l'histoire de nos programmations qu'on a chacun à travers nos expériences de vie, souvent qu'on n'explique pas, puis que finalement, à travers le voyage des vibrations énergétiques, on arrive à toucher à la mémoire première qui fait que ça peut être déprogrammé et reprogrammé sur de nouvelles bases. Alors, c'est un livre complexe. Il y a des gens ici qui l'ont lu. Yvan 4 fois. Oui, plusieurs. Puis, oui, c'est ça. Si ça vous intéresse d'avoir de leurs commentaires, ce serait beaucoup plus élaboré que moi. C'est ça, je voulais rajouter juste une autre chose. OK, je remercie aussi tous les gens qui sont ici parce qu'on est représentatif de certains groupes. Alors, il y a Poésie Académie, il y a Cité des mots de Mascouche, puis il y a la Société littéraire de Laval qui est ici en ce moment. Puis il y a tous les arts, excuse-moi, tous les arts de Saint-Eustache aussi. Alors, 4 groupes, c'est assez intéressant. Et puis les gens qui nous accueillent là, merci beaucoup. Alors, merci merci pour Donna de Terrebonne. Alors, maintenant, j'inviterai notre prochaine
de Laval. Alors, elle fait danser la plume comme elle danse à merveille. Je ne sais pas si elle s'est reconnue. Ça va? Voilà que ce soir, mais là, je prends ça de l'autre fois. Alors, voilà que cet après-midi, elle nous déploie ses ailes. J'ai parlé de Aspasia Wolski, que j'inviterai ici en avant. Aspasia? Je vais vous lire tout ça. Non. J'ai trouvé finalement deux petits poèmes qui parlent du retour. Okay? Je ne l'ai pas fait exprès pour ça, mais je les ai trouvés parmi d'autres. En partance, tu arrives toujours à un moment précis où je t'accueille le cœur fatigué, sans reproche ni larmes, je te reçois. Le monde tourne avec toi. J'ai la certitude de ton retour définitif. Quand ton rire séducteur deviendra mon rire, ton insouciance la mienne. Nous nous enfuirons de cette cité où l'on est pour en finir, sous des cieux plus cléments, et nous nous lirons les vers que nous avons abandonnés au hasard. Et l'autre, s'appelle l'esprit embaumé. Ne reste rien de nous dans la maison. D'autres mains ont verrouillé les portes. D'autres regards observés dans la pénombre mon ultime résignation. Il n'y a plus de recoins secrets dans les étroits sentiers de mon jardin. Des pieds étrangers ont laissé leur empreinte avec la rosée du matin déjà loin. Les chambres de l'ancienne demeure ne sont pas restées silencieuses. Tiroirs vides, rideaux de dentelle jaunis, les murs agressés agonisent. Des bouches inconnues se sont abreuvées à nos coupes de cristal, le divan en cuir relégué au sous-sol, les larmes du candélabre figé derrière la cire. La semaine dernière, ils ont cassé le vase cadeau nuptial. Tout a commencé à dépérir avec notre départ. Et l'amour, hélas, aussi s'en va. L'amour, coquelicot de glace. Merci. Merci. Merci Aspasia Wolski. Alors, c'est une habituée de Poésie Académie. Alors, regardez là. Je regarde la liste des lecteurs, tout ça. Il reste à peu près 6 présentations. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas présentés cet après-midi. Alors, on arrête pour un 5-10 minutes. On reprend par la suite. Et voilà. Alors, le prochain lecteur, je demanderai à Monsieur Normand Pelletier de Sainte-Anne-des-Lacs. Alors, petite présentation poétique au sujet de ce monsieur. Alors, écrivain d'abord, comédien à 16 heures. Il pèse ses mots et colore ses humeurs. Ça va, n'est-ce pas? Colore ses humeurs. Alors, Normand Pelletier, tout le monde le connaît de Sainte-Anne-des-Lacs. Ça va? Merci. Ah, vas-y, mon Normand.
Ça se monte un peu. Bonjour tout le monde. Alors, le retour de l'horizon de l'être. Seul le jeu de la poésie des mots peut expliquer la conscience de ce que nous sommes. Une fois enlevé le voile du mental, la pure présence de notre esprit révèle ainsi la plénitude. La plénitude de l'être réel, éveillé, notre vraie nature. Alors, les expériences vécues de la paix, de l'amour et de la joie sont écoutées et goûtées au festin de la vie. La douceur à la saveur de miel doré, butinée du nectar de l'amour, joue une musique en la mineur. La paix intérieure aux sonorités de la puissance du silence entonne un chant déployé en la majeure. Être ici et maintenant émerge du point de leur jonction centrale, la source du jaillissement. Le retour de la chanson oubliée. Quel est le nom de cette chanson oubliée, dont l'air vague et étrangement familier retentit d'un reste d'un brin de mélodie? Elle est en moi, personne ne me l'a dit, souvenir étonnant d'un endroit merveilleux, comme un arc de lumière dorés aux cieux, mais bien au-delà de l'étoile et du soleil, dépassant l'infini et brillant sans pareil. Les 7 sons de cette chanson sont les 12 sons d'où nous sommes partis, étincelles d'esprit hors du paradis, pour aller vers d'autres mondes, circonstances effacées d'une gamme de rondes. Un jour sans peur, j'ai perdu l'air du monde appris, et resplendissant, le chant ancien ressurgit. L'hymne antique entendu, quitté à tire-d'aile, célèbre la mère patrie spirituelle, où l'on retourne, cycle éternel de la vie. Et bien sûr, le retour du printemps. Voici le changement d'heure et la longueur des jours. La neige liquéfie le plus beau des sourires, la sève livre le sucre et tous ses amours, qu'on étale tout au chaud en faisant de la tire. C'est le printemps. Les mois, sous le gel endormi, se dégourdissent. Les branches déjà palpitent, voulant prendre dans leurs bras les bourgeons amis. Et tous ces oiseaux qui déjà s'y précipitent. Les brindilles frétillent dans l'eau des rigoles. Sous l'œil clair amusé, des enfants qui rigolent. De l'aube au crépuscule, du soir au matin, la nature frémit sous l'onde d'un satin. Merci. Merci, Normand Pelletier de Sainte-Anne-des-Lacs. Alors, pour le prochain que je vais demander ici, je vais demander à Monsieur Alain Samuel Street de venir ici. Il sera suivi, je vais essayer de nommer le plus possible, les autres parleront. Alors, il sera suivi par Monsieur André Jacob. Alors, Monsieur Street et Monsieur Jacob. Alors, Alain, présentation, parce qu'il n'y a pas personne peu de gens te connaissent. Oui. Alors, Alain Street, j'espère qu'il ne nous coûtera pas de sitôt, parce qu'il est censé s'en aller, je ne sais pas trop où. Au mois d'août? En Polynésie française, alors on va le perdre. Il va aller composer là-bas, puis il va nous envoyer ça par courriel. Voilà. Et je pense que tu veux pas d'eau, hein, c'est ça?
Ah, c'est ça, OK. Alors, coup de cœur de 2017 de Poésie Académie. Alors, telle une rivière dont on ne compte les eaux, voici un maître, notre cousteau des mots. Ah, j'aime ça. Hein? Alain, à toi. Bon, alors je vais vous lire 3 petits textes. Je commence par l'amour. Et je finirai par le retour. L'amour, toujours l'amour. Cupidon décoche ses flèches. Il vide son carquois au hasard de la vie, dans les hasards du temps, partout de par le monde. Ardemment il s'emploie, se répand, généreux, vaillant, tambour battant. L'incréé est très fier de toutes ses créations, dans l'eau, le ciel, sur terre. Il se diversifie, multiplie les astuces de la procréation. Parfait, notre planète relève tous les défis. Animal, végétal, la tâche est gigantesque. Mais qu'importe, ma foi, il a l'éternité. Il s'amuse, triomphant du fantasque au dantesque. Il veille jalousement sur la fécondité. Car c'est l'arme absolue, levier incontournable de la continuité de cette œuvre gigantesque, de toutes ces formes de vie admirables, formidables, dont il a le secret. Subtils arabesques qu'il peaufine à l'envi, des mesures insatiables qu'il cultive sans cesse, le pouvoir infini de l'immense bâtisseur, tenace, infatigable, garant d'une œuvre qui ne sera jamais finie. Mais il s'est acharné à créer un chef-d'œuvre qui marche, qui parle, qui pense. L'homme et la femme, bien sûr. Sans elle, rien n'est possible. Miracle du maître d'œuvre, miracle de ce cerveau, cet organe sur mesure, ces milliards de neurones qui transmettent leur message en instantané, là. Divine tentacule qui gère notre survie, nos désirs à tout âge, qui règle nos pulsions, résolve nos calculs, nous incite au miracle à découvrir l'âme sœur par le biais de l'amour, cette alchimie profonde et troublante ô combien, n'est-ce pas, chers connaisseurs? L'amour, toujours l'amour qui croît, qui nous inonde, souvent dévastateur, surtout procréateur, croître et multiplier. L'éternel leitmotiv, oui, c'est l'ultime souci de notre Créateur. Ne l'oubliez jamais, c'est la locomotive. Merci. Trop beau pour être vrai. Trop beau pour être vrai. Sauf à être un fiefé pessimiste, le très beau, ça existe. Même s'il peut paraître trop beau. Quoique parfois on peut douter de quelque chose ou de quelqu'un au point d'en faire une psychose. Aliénation mentale où l'on ne croit à rien, personne pour qui tout est nul, jamais bien, qui porte la shkoumoud, voire même le malheur, le malchanceux chronique, sans la moindre valeur. Et pourtant, il arrive quelquefois l'impossible devant lequel on ne peut rester impassible. Merveille de la nature, un paysage unique, enchanteur, mirifique, inouï, féerique. Alors qu'il est bien là, dans toute sa splendeur, palpable, vivant, sublime, avec même son odeur, un moment palpitant devant un tel spectacle, sans cesse renouvelé, un défi, un miracle. Je pense par exemple aux chutes du Niagara, ou à celles du Zambèze, à cette diaspora de l'élément liquide à travers la planète, jusqu'aux chutes d'Iguazou, une merveille, une fête. Trop beau pour être vrai, tellement c'est irréel. Un sursaut tectonique, cascade à grande échelle, un tableau somptueux, éternelle symphonie qui me laisse languide. Une divine harmonie. Trop beau pour toi, peut-être, mystérieux inconnu. En attendant, profite sans aucune retenue de ce panorama, fut-il à peine croyable. Il sera à jamais splendide, inoubliable. Et enfin, pour finir, le retour, qui commence par un début de sonnet de Joaquin du Bellay, Les Regrets, 1558. Le retour. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vive entre ses parents le reste de son âge. Heureux qui, comme Pierrot, après une longue absence, reprenant le flambeau dans un nouveau décor, à nous la poésie, source de réjouissance,
agréable détente de l'esprit et du corps. Autant en profiter, accordez vos violons, quel que soit le sujet. Cette fois au Presse Café, nous pourrons apprécier toutes nos partitions, retrouver nos amis du Carrousel Café. Au sortir d'un hiver ô combien éprouvant, températures extrêmes et plaques de verglas, chutes de neige homériques, brouillards et grands vents, la panoplie complète dont on sonne le glas. On va donc de ce pas réchauffer l'atmosphère avec une belle équipe, les Normands, les Jean-Pierre, les Monique, les Yvan, les Donna, les Frida, toute une sphère, les Mondou à l'honneur, leurs idées bénéfiques. Ils seront tous là, ils seront là, j'espère, sans déclarer forfait, dans une chaude ambiance toute remplie d'allégresse, un retour attendu, ardemment souhaité. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors, Alain Street, notre cousteau des mots. Alors, je vais demander à André Jacob de s'approcher. Il sera suivi par Annick Moreau et Yvette Street. André Jacob, alors, ancien professeur à l'UQAM, j'ai retenu ça de votre envoi, porté par les vents du temps. André, maintenant, maintient toujours le cap sur le sens des jours. Maintenant, on va laisser la parole à André. Alors, M. André Jacob. Alors, merci beaucoup. Alors, moi aussi, je suis de Cité des mots, de Mascouche. Mais je suis aussi, je dirais, et surtout, vice-président des Artistes pour la paix. Qui regroupe beaucoup d'artistes de toutes les disciplines au Québec. Alors, la paix, pour moi, c'est une obsession, j'allais dire presque un fantasme. Alors, je vais vous présenter un poème sur la paix, qui était un extrait du Manifeste pour la paix que j'ai publié à l'automne dernier avec les Artistes pour la paix. Et en passant ce poème-ci que je vais vous lire, je le lirai au congrès des ambassadeurs de paix qui aura lieu le 14 mai au Cégep Dawson, avec une danseuse professionnelle qui va danser sur le poème. C'est la première expérience que je fais dans ce sens-là. Alors, ça peut être accompagné de musique aussi. Voilà. Alors, ça s'appelle Un poème pour vous, poème pour la paix. Nous sommes la paix. Sur une mer étale, hérissée par la lumière, naît l'aube cryptique. Un rideau se lève, la paix. En équilibre instable au-dessus des guerres, nymphe évanescente, fragile comme l'oiselet, la paix avance à tâtons au risque de basculer dans le vide de l'oubli. Le regard figé entre ciel et terre, saisi par le doute et l'effroi, nous murmurons, déboulonnons chars et missiles. À travers la grisaille, le vol d'un aigle qui trace l'espoir. Une phrase candide défile comme un nuage, nous sommes la paix. Dans le tohu-bohu du monde, combat, éclat d'obus, cris de blessés, silence des morts, une clameur s'élève, nous sommes la paix. Nos voix en chœur symphonique, sonores comme le chant des esclaves, psalmodiques comme vêpres, se réverbèrent sur les mers. Nous sommes la paix. Nous ne sommes pas seuls, mais 10, 20, 100 et par milliers, nous proclamons haut et fort, nous sommes la paix. Malgré les écueils, notre révolte grandit avec courage et espoir. Et nous répétons toujours en 1000 poèmes, nous sommes la paix. Vers l'horizon de l'avenir, orné de lettres d'or, des 4 coins du monde, sur un obélisque pharaonique, nous gravons, nous sommes la paix. Comme ode à la liberté, sur une mélodie magnétique, nous inventons une rhapsodie, nous sommes la paix. Pour dénoncer la haine, fortissimo, nous chantons, nous sommes la paix. Pour inspirer le respect, nous composons un concerto, nous sommes la paix. Et pour enluminer la dignité, nous clamons, nous sommes la paix. Pour briser les frontières, nous tissons la fraternité, nous sommes la paix. Sur le sol libéré, sur un mur dénudé, notre graffiti signifie, nous sommes la paix. Pour museler les canons, nous étouffons leur tonnerre en scandant des onomatopées, nous sommes la paix.
Devant les défilés des régiments, sur les avenues libérées, nous étalons nos mots. Nous sommes la paix. Sur le képi de chaque soldat, comme des étoiles, nous inscrivons 4 mots. Nous sommes la paix. Face aux marchands d'armes, avec fierté, nous levons le poing, nous hurlons, nous sommes la paix. Et pour faire rêver les généraux, sous leurs uniformes, nous cousons de fil d'or, nous sommes la paix. Pour la paix, partout, toujours, parlons, écrivons, chantons, dansons, sculptons, peignons, nous sommes la paix. Merci. Dans un autre ordre d'idée, le retour du temps. Le temps ne regarde jamais derrière lui. Il progresse sans détour, tout droit, en avant du présent. Comme la liberté créée par Delacroix, il montre la voie du lendemain. Une clameur s'entend partout. Le temps file. Je ne vois pas passer le temps. Je n'ai pas le temps. Je vais perdre mon temps. Je perds du temps. Je cours tout le temps. De temps en temps, il faut s'arrêter. Mais le temps, toujours, veille sans repos. Enfermé dans un sablier ou à l'air libre, il accomplit son devoir dans la durée avec rigueur. Un tour d'horloge n'a de sens qu'au futur simple. Tout se répète de seconde en seconde et la spirale de la ronde des saisons me porte toujours plus loin devant, vers un avenir indéfini. Je ne peux même pas m'accrocher les pieds dans un arc-en-ciel pour monter plus haut ou me mouvoir plus vite et échapper à sa dictature. La symphonie du monde suit son cours. Les mouvements s'enchaînent en temps précis et j'avance avec le cœur des esclaves soumis au pas de marche, à la marcha, à tempo. À la différence des vagues et de la marée, j'obéis au mouvement à sens unique avec en poche un billet aller seulement, sans frais supplémentaires. Merci beaucoup. Les pieds dans la gadoue, sur la glace, dans la neige ou sur l'eau, je fais la tournée et je reviens toujours au même point de départ. Dans cette manière d'être, je deviens voyage. Aussi départ, arrivée et retour de toutes les escales, avec ou sans regret. Je me retrouve nulle part et partout à la fois, toujours. Je reviens là d'où je viens, embourbé dans ma quête d'avenir. Vivre ici ou là, peu importe le lieu, il faut progresser. Un jour, je pose le pied sur un sentier pierreux, tapissé de ronces et d'épines. Le lendemain, j'aperçois un phare. Sa lueur devient quai de partance à l'orée de l'espoir. Barda de bonheur au dos, j'arrive au cap de ma vie, sain et sauf. Je poursuis ma course comme l'eau suit le courant. Parfois, je trouve une halte, alors je frappe à la porte d'inconnu. Excusez-moi, je vous salue. Je passais par ici. Ensemble, inventons une mécanique pour arrêter l'âge. Écoutez le claquement des voiles sur votre mer. Les bourrasques frappent sans répit. La ronde des saisons va mourir au large. Vous me croyez prophète, déguisé en visiteur? Pas du tout. Dites plutôt ami. Mais je dois partir. Pas de retard possible. Le temps m'attend en dehors de moi. Et je repars aussitôt, plus loin qu'aujourd'hui. Je regagne mon ermitage, car il me reste un champ à labourer. Et je veux reprendre le temps perdu à tenter de faire la paix avec le temps. Au revoir, à demain, peut-être. Je t'ai écrit. Des 4 points cardinaux de mon antre, j'ai laissé mes mots s'envoler en volute. Par les vents, ils s'enroulent en spirale pour dessiner la lumière à travers les embruns. Je scrute le large pour t'imaginer dans un château controuvé orné de raies de cœur. Peut-être avances-tu à pas feutrer dans un jardin enchanté pour aller toucher mon image sur le miroir d'une vasque décorée des couleurs de l'aurore boréale. Peut-être restes-tu recluse dans une mansarde spectrale. Peut-être sur une terrasse accompagnes-tu quelques flâneurs godillant les bras en recréant le monde. Peut-être te penches-tu à ta fenêtre pour contempler des amoureux en train de refaire la vie. Le regard figé sur les carreaux givrés, j'attends ta lettre enluminée de baisers. La nuit neige sur mon espérance et le réverbère. La lumière tamisée ressemble à l'ennui. Je t'imagine, étrangère berbère, en train de tracer une clé de sol sur la glace. Et je revois ta main créer des notes languissantes sur une guitare gitane. Ton fardeau sur la portée de mon cœur fond comme givre sur le macadam immaculé. Le nord-est siffle dans les encorbellements, saudade. Dans la rue inanimée, des chaînes montent la garde. S'y dévoile la nudité de l'hiver. Des congères forment les arcasses d'un navire vivant. Je veille seul à la barre. J'attends le retour de tes rêves. Derrière les volets clos,
fleurissent mes fantasmes vibrants comme les roses à renaître. J'espère tes mots en forgerie depuis trop longtemps. Sous le regard surpris d'une étoile, je pars à la recherche des traces de tes pas, à contresens du temps, ancré au fond de ma mémoire, plus loin que le souvenir orienté vers le point de fuite. La nuit endimanchée ressemble à la monotonie infinie du Sahara. Sous un ciel damé de nuages noirs, j'arpente le labyrinthe indéfini de la pénombre. La poudrerie invente des farfadets géants dans la lumière blafarde pulvérulente. Au-delà de mon regard, le jour reste suspendu au fil de mon espoir. Malgré les rafales, je crois reconnaître tes pas de tango à contretemps de mon rêve, à la barrière de l'horizon, d'un lieu sans nom. Je t'imaginais en train de danser ou de fuir quand je t'ai retrouvé perdu dans un mystère, assise sur la margelle de notre avenir. Les réverbères larguaient les amarres de la nuit. Entre chiens et loups, nous avons joint nos pas pour partir en amont de l'oubli, andante, laissant glisser l'ennui en aval de nos souvenirs. J'ai senti ton vital désir, crescendo, m'aspirer dans un conte réinventé. Nous avons chevauché ensemble, jouant Don Quichotte et sa Dulcinée de Toboso, en cavale dans la plaine de notre folie amoureuse pour réécrire le présent. Merci. Allez, alors, André Jacob, vous êtes Mascouche? Alors, Annick Moreau, c'est oui, ça? Oui, c'est ça, Annick Moreau, voilà, de Saint-Adèle, les Corneilles. Moi, je n'ai pas écrit sur le thème du retour, je n'ai pas eu le temps, alors j'ai sorti les textes de quelques années. Alors, le prochain texte, le premier, c'est « Je me moque des thérapeutes ». Ça va au niveau du son? Oui, très bien. Je me moque des thérapeutes et je les appelle les rapeutes. Les rapeutes prennent le thé vert, le doigt pointé vers vos chakras. Ils vous tirent les vers du nez, invoquent Ganesh ou Shiva. La thyroïde est en cavale, l'intestin grêle perd les pédales, le troisième œil est à vos trousses, de quoi vraiment flanquer la frousse. Votre foie réclame à grands cris un vieux roquefort, un pinot gris. Mais les rapeutes vous réprimandent, sucez des graines de coriandre. Respirez, soufflez, psalmodiez. Vous êtes mentalement au Tibet. Du beurre de yak brille sur vos claques. Bientôt, les moulins à prière résonneront au petit déjeuner. Ça vous mettra le feu au derrière, comme le dégât du nouveau-né. Tous vos méridiens d'énergie sont tendus vers le maître lama. Vous captez maintenant l'univers, mais cessez donc d'en faire un plat. Et si vous passez par la Lorraine avec vos sabots d'ondaine, demandez au beau capitaine de vous poêler un beau foie gras. Alors ça, c'est sur la grippe porcine. Porcine est votre grippe. Allons donc, chère voisine, comment ces petits porcs aux groins inquisiteurs, transformés en jambon, ont atteint votre cœur? N'est-ce pas un mauvais rhume attrapé au marché, à travers les dédales, en visitant les chais, déplaçant les bouteilles, contemplant les années, quelques grains de poussière en suspension dans l'air? Avez-vous abusé de ce fameux Bordeaux, du Beaujolais nouveau, de ce très vieux Porto? Porcine est votre grippe, c'est nouveau, ça fait bien. Les médias s'en délectent du soir jusqu'au matin. Bientôt, dans toutes les fermes, on dressera le bûcher. C'est ainsi que ces porcs, bien roses et grassouillés, au profit d'une peur, seront tous sacrifiés, comme autant de Jeanne d'Arc sous les yeux des Anglais, sans oser se défendre, seront tous accusés. Mais de quoi? D'avoir voulu jongler avec la génétique? Quelques bons vieux virus glanés de ci, de là, qui se rencontrent un jour pour prendre un bon repas, discuter entre amis, faire un ménage à trois? Et voilà, patatras, pour qui sonne le glas.
Alors le troisième et le dernier, ça s'appelle « Plaidoyer pour une crotte de chien ». Ah oui, les crottes de chien, ça existe. Alors voilà, je me mets à leur place. Au rage, au désespoir, aux trottoirs ennemis, le balai, la charrue, les galoches, quel chienlit. Laissez-moi donc rêver sur quelques pissenlits. Laissez-moi espérer sur de verts brocolis. Je suis une crotte de chien, ma foi, je n'y peux rien, et je sais que je complique la vie de vos terrains. Banni par la police, reni par les voisins, expulsé avec force par tous les intestins, la milice des quartiers, les nouveaux Thénardier, accourent à toute vitesse, brandissant leurs papiers, gras, sales, c'est pour m'emprisonner. Si mon maître chien berger ne mangeait que du foie gras, je serais plus souvent d'un beau brin chocolat. Avec le cheddar ou l'atome de Savoie, j'aurais la barbe longue de l'évêque Saint-Éloi. Mais les crottes n'ont pas de droit. Faut-il voter, se rassembler, tonitruer? Ah, si mon maître savait manger! Courez, bon chien berger, courez chez le boucher, un beau steak d'aloyau, une côte de veau, un boudin au mori, un hachis de tourteau, mais de grâce, pas ces graines qui vont vous déprimer. Je m'extirpe avec peine de votre trou secret pour m'écraser durement sur l'asphalte fêlé. La morue, les sardines, voilà un déjeuner qui vous mettra sûrement l'arrière-train en gaieté, tel le petit train du Nord, fringant comme un hors-bord. Oh mon Dieu, quelle haleine! Est-ce du Christian Dior? Je pourrais me recycler en élégant déchet, fumier sur vos fraisiers, engrais biodégradés. Puis-je enfin entrevoir une autre destinée que celle de m'étaler bêtement sous tous les pieds? Bon, alors, Madame Annick Moreau de Sainte-Adèle, merci beaucoup. C'est très, c'est très coloré, c'est bon. On va passer à Madame Street. Alors, Yvette Street de Sainte-Adèle, j'ai pas de présentation spéciale. Alors moi, je n'écris pas de poèmes. Je suis une conteuse et je n'écris que du vécu. Le retour. De l'âge de 5 ans à la date d'aujourd'hui, ma vie n'a été faite que de départs sans retour. Née à Madagascar, j'ai quitté l'océan Indien à l'âge de 5 ans avec mes parents, un frère et 3 sœurs, sans avoir pu y retourner par la suite. Mon père militaire avait été nommé en France. J'ai dû quitter ma grand-mère maternelle, celle qui m'avait élevée, et je ne l'ai plus jamais revue. Ce fut mon plus grand chagrin d'amour. Ma mère m'a dit que j'en avais été très perturbée et que j'avais mis beaucoup de temps à m'en remettre. Une fois arrivée en France, tous les 3 ans, le cycle infernal des départs se reproduisait. Mon père embarquait toute la famille qui s'agrandissait tous les 2 ans d'un frère ou une sœur pour finir par totaliser 12 enfants, 6 filles et 6 garçons. C'est ainsi qu'après chaque séjour de 3 ans en France, nous devions repartir encore et encore pour un autre séjour de 3 ans ailleurs, notamment dans différentes colonies françaises d'Afrique, Cameroun, République centrafricaine, puis aux Antilles. Et chaque départ était sans retour. Je devais à chaque fois abandonner une maison familiale, une école, des amis, pour vivre dans une autre maison, fréquenter une autre école et me refaire de nouveaux amis. Jusqu'au jour où je fis la connaissance d'un jeune homme charmant, à bord du paquebot qui transportait toute notre famille de la France vers la Martinique, lieu de la dernière mutation de mon père. Ce jeune homme se rendait dans la même île où il devait prendre son poste au service météorologique. Il m'épousa et mes parents, frères et sœurs, repartirent en France sans moi. Après la naissance de nos 3 enfants, nous décidâmes de nous installer définitivement en Martinique. 40 ans plus tard, après avoir cessé toute activité professionnelle, malgré le changement radical, notamment climatique,
nous prîmes la décision de prendre notre retraite au Québec, où vivait notre fils. C'est là que nous devions rester jusqu'à la fin de nos jours. Mais l'été dernier, au cours de vacances chez notre fille aînée, celle-ci nous proposa de venir nous installer en Polynésie française, à Tahiti, où elle vit avec son mari et ses enfants. Après avoir vécu une première tranche de vie de 40 ans aux Antilles, suivie d'une deuxième de 19 ans au Québec, nous n'aurions jamais pu imaginer avoir l'opportunité de vivre une troisième vie en Polynésie, et pourtant, c'est bien ce que nous allons faire. Après tous ces départs, il semble que la vie, en l'occurrence notre fille aînée, s'apprête à nous faire un ultime cadeau en nous permettant d'effectuer ce retour définitif cette fois dans les îles, la chaleur, la mer, à la grande joie de mon mari qui garde précieusement à portée de main son équipement complet de plongeur sous-marin. C'est dans ce nouveau lieu de vie que nous ferons en sorte de rassembler régulièrement la famille disséminée un peu partout. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous quitterons le Québec, le cœur serré, de devoir nous séparer de nos amis, mais la tête remplie de beaux souvenirs. Et je veux saisir l'occasion qui m'est donnée ici ce soir pour vous exprimer ma gratitude à vous tous que je ne connais pas dans cette salle et à ceux que je connais, pour la chaleur de l'accueil que nous avons trouvé dans votre belle province. Un grand merci à vous. Nous ne vous oublierons pas. Madame Yvette Street, alors prenez votre temps avant de quitter, là, vous et votre mari. On va, alors Julie Grimard, j'appelle Julie Grimard, où est-ce qu'elle est? Alors, je ne sais pas, vous venez de quelle... Quelle planète? La planète Saint-Jérôme. Planète Saint-Jérôme? Oui. Bon, alors, Planète Saint-Jérôme, j'en sais pas plus que ça, la première fois ici à Poésie Académie. Merci. Bonjour. Moi, j'ai écrit quelque chose qui respecte le thème de la journée, donc c'est sur le retour. Puis mon inspiration vient d'un voyage la semaine dernière en Mauricie. J'ai été à Baie-du-Fèvre. J'ai passé par Baie-du-Fèvre. Fait que je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Baie-du-Fèvre. Donc, c'est le retour des oies blanches actuellement. Il est assis sur les berges du Saint-Laurent. Il regarde les oies blanches, belles, se pavanant. Elles sont de retour sur ces terres humides. Il espère que nul ne les intimide. Les amants de la nature profiteront de leur séjour. Elles se prélasseront ici pendant des jours et des jours. Elles s'arrêtent pour refaire le plein d'énergie, pour discuter et mettre à jour leur stratégie. On ne peut les compter car trop nombreuses. Elles sont plusieurs dizaines de milliers à annoncer le printemps. La nappe d'eau se réveille d'une couverture blanche et soyeuse qui se déchire au gré des allers-retours intermittents. Elles sont en migration vers l'Arctique. C'est là que l'une après l'autre, elles abdiquent. Pour se poser sur la terre de leurs ancêtres, leur odomètre affichera un total de 4000 kilomètres. Les femelles seront pondeuses et couveuses. Avec leurs partenaires, elles élèveront leurs oisons. Les 4 rejetons les suivront durant toute la belle saison. La famille se prépare pour une expédition longue et audacieuse. Il aimerait bien les voir à leur retour du Nord, mais ces champs ne seront pas sur leur trajectoire. Elles iront plus à l'est, sans le moindre remords. Il devrait attendre une année, là, sur son territoire. Alors, merci à Julie Grimard de la planète Saint-Jérôme, c'est ça? Alors, un autre, je suppose, de la même planète. Êtes-vous de... Jacques Borne de Pointe-Calumet? Ah bon, alors, Jacques Borne de Pointe-Calumet. Première fois ici à Poésie, venez-vous... Il y a un représentant municipal de la ville de Calumet qui est venu chez nous pour que je lui donne un don pour la piscine municipale.
Je lui ai donné un verre d'eau. Alors, mon poème va durer 48 secondes. Il s'agit d'un retour dans la bonne voie. Je recommence. À chaque matin que Dieu apporte plein de bonheur et de joie, je dois dire, je recommence. Je recommence à être doux, à être bon, à m'oublier, à me donner. D'ailleurs, mon Dieu, n'est-ce pas pour cela que vous nous avez donné la vie? Alors, je recommence à retourner sur la bonne voie. Monsieur? Alors, monsieur... Oh. Citez les mots, dont Mascouche? Oui. OK. Alors, Henriette, l'Italien de Mascouche, on vous laisse le micro. Voilà. Alors voilà, moi je voudrais vous parler du retour de celui qui a tardé cette année. Aux fraîches nuits d'avril, le printemps se retourne dans ses draps brûlants de sève. Et ses branches s'éclaboussent en bourgeons sucrés. Ah, prendre ce liquide vivant dans mes mains et marcher dans le silence de l'attente. Aujourd'hui, il fait beau. Le ciel crie aux oiseaux « Revenez !» C'est tout. Et mon Dieu, alors, un passage court? Henriette, l'Italien de Mascouche. Alors, on a des gens de Mascouche, on s'est cité des mots, c'est le fun, ça. Que Donna Sénécal amène des gens. Alors, là, non, Hélène Perras, pas de Mascouche aussi? Laval, Chomédé. Laval. Alors, c'est ça, Hélène Perras de Chomédé. Après ça, on ramasse les feuilles et pendant ce temps-là, Jacques avec Monique vont vous faire un petit conte et une musique et nous aurons notre décompte tout de suite après. Ça va? Alors, merci. À toi, Hélène. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Bien modestement, après les chefs-d'œuvre qui ont été lus, je vous propose un hommage au livre avec un L majuscule, Retour à la touchante histoire de Geneviève de Brabant. Je me souviens d'un livre dont la lecture à haute voix par mon père faisait pleurer ma mère. Âgée de 5 ans, je ne savais pas encore lire. À cette époque, les écoliers apprenaient lentement et ardument les lettres de l'alphabet. En première année, de petits dessins portaient des noms qu'il nous arrivait de confondre. Entre le E et le L, attention à la hauteur sur la ligne. Entre le A et le O, gare à la queue. Que dire de leur combinaison par syllabes? Grâce au voltige d'une religieuse s'escrimant au tableau noir, la lettre C, avec ou sans cédille en dessous, achevait de nous assassiner. Mais attention, ce n'était qu'en deuxième année que les combinaisons sérieuses, difficiles et aberrantes des conjugaisons nous tombaient dessus. La bonne sœur patinait là-dedans. Elle me laissait souvent confondue. Pour certains, anesthésiée à vie. Toujours est-il qu'à Pâques, l'épouse belge d'un cousin de ma mère avait offert un livre, un vrai livre. En avais-je déjà vu un? Je ne saurais le dire. Quelle découverte! Les parents le tenaient caché, bien rangé, hors de portée des enfants. Quand mon père l'ouvrait sous la lampe, je m'approchais pour regarder les pages. On y apercevait des tas de lettres entassées, parfois séparées par des espaces, des marges ou des tirets. Que dire des étonnantes gravures? Elles représentaient des personnages, des paysages étranges, des personnages bizarres, des animaux inconnus, des objets mystérieux. Alors, assise au bout de la table, j'attendais que mon père donne la parole à ce grimoire que je n'arrivais pas à défricher. La masse des signes imprimés
passant par son regard et traduit en paroles, allait donner du sens et réveiller un conte en attente de la vie. Je souhaitais que les mots naissent, que l'histoire inscrite là-dedans m'emporte, que la magie de la lecture commence. Enfin, ma mère nous rejoignait et la lecture s'élevait lentement dans le silence de la cuisine. J'écoutais la voix de mon père. Je ne comprenais pas tout, il va sans. Loin de là. Les phrases longues, truffées de mots inconnus, prononcées parfois avec hésitation, sans intonation appropriée. Les mots repris, parfois épelés, répétés, expliqués par mon père, révélaient des situations affreusement tragiques. Que dire des gravures montrant une jeune femme égarée dans d'abominables forêts. Ma mère pleurait. Ses larmes refoulées descendaient sur son visage. En plaignant les malheurs de l'héroïne, elle s'essuyait les yeux, les joues, le menton, le cou, avec sa jupe de tablier. Les mésaventures de Geneviève de Brabant, reine et mère d'un jeune enfant, devenaient nôtres. Admirable héroïne, mais calomniée et déchue ses droits par son mari. Imaginez, son roi de mari, crédule, la condamne à mort sur les allégations d'un méchant gouverneur. Au sommet de l'horreur, il ordonne à ses serviteurs de la tuer, abandonnée avec son enfant dans les bois, car les soldats ont eu pitié d'elle. Geneviève survit. Mes parents commentaient chaque péripétie. Que de misère pour une sainte. Ai-je pleuré au cours des séances de lecture? Je ne m'en souviens plus. Mais je me rappelle bien des pleurs et des sanglots de ma mère, ponctuant de larmes les passages les plus pathétiques. Aujourd'hui, je crois que mes émotions les plus vives me paraissent avoir été des répliques en accord avec les réactions de mes parents. Au-delà de cette prenante histoire, à cet âge, je constatais qu'un grimoire, un livre, composé de toutes ces pages que je n'arrivais pas à déchiffrer, était rempli de lettres aux formes cabalistiques inconnues. Je comprenais ce que l'œuvre écrite représente, racontant une histoire, faisant parler des personnages, passant par la lecture et la voix de mon père. Des milliers de signes d'orthographe organisés et enchaînés formaient du sens, communiquaient l'émotion, faisaient pleurer. La puissance du livre m'a submergée. Merci. Juste au cas où cette histoire pathétique d'un autre temps, il s'agit de La touchante histoire de Geneviève de Brabant, publiée chez Elbeuf en 1928. Alors, vous voyez que vers 1935, elle était rendue au Québec. C'était publié chez l'Adolescent catholique. Ça a été réédité par Nelson en 1936. Merci. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. Bon, j'essaye pas d'imiter Fred Pellerin, hein? Inquiétez-vous pas. Il reste la vedette, pas moi. Merci. Mais c'est pas rien. J'ai un petit conte à raconter, OK? Je vais m'approcher de mon papier, si vous permettez. À la fin des années 1800, je dirais 1897, quelque chose comme ça, Fortuna et Mélitime sont fiancés, en mettant une main sur le cœur puis l'autre sur le missel, comme ils faisaient dans le temps, en dessous du grand chêne à côté de l'église un dimanche matin. Ils se sont jurés fidélité pour toute leur vie. Puis là, Fortuna était cultivateur. Ça fait qu'ils se sont installés sur une ferme. Mais la ferme était louée. Elle appartenait en fait au seigneur de Beaujeu. Puis le seigneur de Beaujeu, il était propriétaire de tout le comté. C'est le roi de France qui avait donné ça. Ça fait qu'ils ont commencé leur vie là et ils ont décidé de l'acheter seulement quand les lois ont changé au Canada. Fortuna, comme bien entendu, c'était le maître, hein? Puis Mélitime, lors de leur mariage, elle a promis obéissance et soumission. Mais, comme bien entendu aussi, dans sa tendresse, Fortuna aimait approuver bien ça, Mélitime. Faut-il s'appeler de même un peu, hein? Fait qu'elle a commencé à l'appeler
Mélie. Mélie, sa chérie, il l'aimait bien gros. Ils s'aimaient tous les deux d'un amour tendre. Et ils ont commencé à faire leur vie ensemble, après le mariage. Donc, ils se sont installés sur la ferme, mais c'est sûr qu'on vieillit trop tôt quand on est seul, mais à deux, ça va bien. On commence comme ça. Chacun avait son rôle. Fortuna, lui, s'occupait des champs, puis s'occupait de la grange, puis s'occupait des animaux. Puis Mélie, elle s'occupait de la maison, elle s'occupait des enfants, puis elle s'occupait de son jardin. Elle faisait un immense jardin de légumes, puis l'été, elle plantait des fleurs pour son plaisir, et elle était toujours occupée, évidemment. Toujours bien qu'elle soignait aussi les voisins quand ils étaient malades. La grippe espagnole, elle les a soignés. Et elle mettait les enfants au monde. Puis de temps en temps, un petit veau. Il fallait bien donner un petit peu d'aide à son mari. Chacun connaissait les qualités de l'autre et leurs forces personnelles. Ils ont eu 10 enfants. Il y en a 9 qui se sont rendus au-delà de 80 ans, avec des familles de 10, 12 et plus d'enfants. Imaginez la gang quand ils recevaient aujourd'hui. Fortuna, quand il faisait sa sieste au bout de la galerie l'après-midi, il avait les yeux bleus. Il regardait son champ qui poussait, puis avec le vent qui se balançait. Ah, il était donc fier de lui. Ah, il avait réussi. Puis quand il arrivait, les fêtes, il recevait toute la gang. Hein? Il y avait bien du monde dans la maison. Il s'allait sur sa chaise berçante, puis là, près du poêle, il regardait jouer les enfants. Il se pétait les bretelles. Il avait réussi. Puis, le dimanche matin, à la grand-messe, Fortuna, il rentrait par la porte d'en avant, pendant que le prêtre rentrait vers l'autel en arrière. Puis, il faisait craquer ses souliers de bœuf dans la grande allée. Puis, dans le silence général, tout le monde savait que c'était Fortuna qui rentrait. Puis, comme il est de tradition, les années ont passé, il a fini par donner sa ferme à son fils le plus jeune, Albert. Albert, il avait 35 ans. Comme on disait dans le temps, c'était un vieux garçon. Mais il avait encore du temps devant lui. Il a quand même réussi à faire 16 enfants avec Rita. Ça aussi, c'était du monde, hein? On vieillit tôt quand on est seul, mais là, il n'était pas tout seul, personne, hein? Mais c'est ça qui est arrivé à la ferme, mais avec la condition de garder Fortuna puis Mélie dans la maison. Le problème, c'est que la maison, là, était devenue trop petite. Puis quand t'es vieux, voir courir des enfants partout, à m'amener toute tanne. Hein? Fait qu'ils ont décidé d'aller vivre chez Irène, l'aînée de leur fille. Mais là, Irène voulait commander, Fortuna voulait commander, ça ne marchait pas. Fait que Fortuna a décidé qu'il s'en irait vivre chez Cécile. Cécile est devenue veuve avec 7 enfants. Hein? Elle avait besoin d'aide. Fait qu'ils ont continué de travailler, eux autres. Ils ont vécu amoureux tout ce temps-là. Puis en bonne santé jusqu'à 90 ans, tous les deux. Mélie est partie la première. Elle a attrapé une grippe, puis elle n'a pas passé à travers. Le jour des funérailles, on ne peut pas dire que c'était bien triste. Elle avait eu une belle vie. Mais Fortuna, lui, ça ne tentait pas d'avoir un souper de famille, d'entendre du bruit. Il est resté dans sa chambre. Puis on ne l'a pas vu pendant le souper de funérailles. Après le souper, après le dîner, je suis allé le voir dans sa chambre, à part que je l'aimais bien gros, bien gros. Il m'a tout conté ça, encore une fois, sa vie avec Mélie, comment il l'avait aimé, comment il était fidèle, comment ils se sont fiancés, etc. J'ai tout su ça. Cette journée-là, Fortuna, il a arrêté de manger. 2 semaines après, je ne l'ai jamais revu. Les funérailles, c'était pas triste non plus, parce qu'il avait eu, lui aussi, une belle vie. Il avait été heureux, il s'était aimé tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils ont vécu longtemps. La solidarité, l'amitié, la tendresse, hein, c'est bien important. Parce que quand on vieillit seul, on vieillit vite. Quand on a la chance d'aimer toute une vie, on garde le cœur jeune, puis la vie passe, sans trop de problèmes. On se relève mieux de nos malheurs, parce qu'à 2, c'est mieux. C'est souvent la déprime qui tue avant le temps. Quand on n'a personne sur qui compter, qu'il faut continuer le chemin tout seul. C'est pas rassurant. On s'aperçoit un jour qu'on a les cheveux blancs, puis qu'on n'a pas envie de continuer tout seul. La peur nous prend, puis on aime mieux partir, parce qu'il n'y a rien qui nous retient. À vivre à 2, puis heureux,
on peut continuer plus longtemps. Merci. On vieillit tout quand on est seul, beaucoup trop tôt, beaucoup trop seul. L'âme tangue, l'amour se meurt. On vieillit tôt quand on est seul. Pourquoi ces mots et tous ces deuils? J'entends le vent tomber les feuilles. Nos jours, nos nuits sont nos écueils. On vieillit tôt quand on est seul. On pleure en rire, bien sûr on vieillit. Feu de tisane, perte de raison. Chaque jour consume nos envies. On vieillit tôt quand on est seul. Lire l'alcool entre nos mains, aller dire à Harlequin qui n'est plus qu'un baladin. On verse des larmes dans la flamme. On vieillit tôt quand on est seul. Se parler seul dans une glace, se coucher seul dans un lit qui fut à deux places. Il pleut des rides sur Béville. On vieillit tôt quand on est seul. Le brouillard suit tous nos regards d'une fenêtre qui désormais n'est plus sienne. Autant la main aux inconnus. On vieillit tôt quand on est seul. Des hier à de demain incertains, festin de carême, nuit baldaquin. À vrai dire, je vous le dis, faut se le dire, on touche du doigt à chaque nuit la peau d'un ange. On vieillit tôt, beaucoup trop tôt, quand on est seul. Oui, bien trop tôt, bien trop seul. L'amour tangue, le cœur se meurt. On
vieillit tout quand on est seul. Alors, bon, écoutez, 2 petites secondes, là, on va terminer avec ça. On a le décompte. Alors, pour cet après-midi, non pas cette soirée, parce que j'ai l'habitude de dire la soirée. Alors, cet après-midi, notre coup de cœur décidé par l'ensemble des gens, c'est Mademoiselle ou Madame Annick Moreau. Alors, un coup de cœur c'est ça. C'est eux autres qui choisissent, c'est pas nous autres. Alors, suivez notre publicité. Alors, Poésie Académie est en tournée en 2019. Donc, suivez notre publicité. Je vous envoie ça par la poste, par courriel. Alors, ouvrez vos emails pour savoir. Alors, juin sera la prochaine. Je vais communiquer avec vous. Merci d'être là. Vous pourrez voir photo de notre après-midi de ce 28 avril sur notre site Facebook Poésie Académie. Alors, vous allez sur l'Internet, Facebook Poésie Académie, et vous aurez également photos et audio de cet après-midi sur le site. Et si vous voulez ne faire qu'entendre en stéréo nos prestations de cet après-midi, vous allez sur radioinfocité.com. radioinfocité.com. Merci à tout le monde et à la prochaine. Portez-vous bien. Merci. Comme je vous disais au début de l'émission, si vous avez des commentaires, je vous invite à nous écrire à studio@radioinfocité.com. Si vous désirez participer à une de ces séances de poésie pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, nous vous invitons à aller sur la page Facebook de Poésie Académie et cliquez sur message et envoyez ça. On va se faire un plaisir de vous répondre et de prendre votre candidature pour les micros ouverts du mois de juin. Merci à tout le monde et c'était Jean-Marc Drolet pour Poésie Académie en tournée.